Bonjour et bienvenue pour ces news de la semaine, Parashat Vaishlach, en exclusivité pour Torah Box. L'arrivée retardée des F-35 en Israël. Dépénalisation du viol au Liban. Alep et le silence assourdissant du monde. Alors cette semaine, Parashat Vaishlach, c'est le retour de Yaakov au pays. Donc Yaakov qui a construit sa famille, qui s'est construit économiquement et qui revient nécessairement affronter ses peurs et donc affronter Esav. Alors, les sages expliquent qu'en fait, il s'est préparé de trois manières. D'un côté, il a prié. De l'autre côté, il a organisé la bataille en séparant en deux camps, pour que si jamais l'un des camps était touché, il en resterait un autre. Parce qu'en fait, il savait par prophétie Yaakov que Esav et Yaakov sont destinés à mourir le même jour. C'est ce que lui avait dit Rachel quand elle a dit « je ne vais pas vous perdre les deux le même jour ». Et la troisième façon, c'était d'offrir un cadeau, d'envoyer à Esav un cadeau important, organisé, agencé de telle manière qu'il soit abasourdi par la taille du cadeau. Il a envoyé un petit troupeau, un mini troupeau, un écart encore, un autre troupeau, des hommes, etc., etc., pour que l'œil des soives soit repu. Il y a marqué dans Rashi, Lisboa et Eno, pour vraiment rassasier son œil. Alors maintenant, cette semaine, c'est pas la nouvelle qui a le plus ravi le pays, c'est l'arrivée, enfin, des F-35 américains. Alors les F-35, c'est la nouvelle génération d'avions de chasse américains. C'est un projet colossal qui a brûlé 4 fois plus d'argent qu'il était prévu, qui a duré 6 ans ou 7 ans de plus, qui a doublé le temps qui était prévu à la production. Et c'est l'avion furtif par excellence qui est capable de brouiller tous les radars, d'affronter n'importe quelle opération. Et au point que les Israéliens ont dit qu'ils créaient un avantage comparatif dans la région aujourd'hui. Il faut bien savoir que les Américains n'en ont commercialisé et n'en ont vendu qu'aux Israéliens pour le moment. Donc les premiers, en dehors des Américains, à recevoir cet avion sont les Israéliens. Et cette semaine était prévue avec, en grande pompe, Claude Rivlin, donc le président, Binyamin Netanyahou, 4000 invités qui étaient invités sur le tarmac pour l'arrivée des deux premiers appareils qui valent la bagatelle de 100 à 120 millions de dollars l'appareil. Et donc voilà, 4000 invités pour asseoir justement la partie milchama, la partie guerre avec Esav. C'est l'idée que on est aussi obligé de s'armer. Et ça, les Israéliens l'ont très bien compris. Alors on va reprendre Alors pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que sur les 4000 invités, il y en a eu à peine 2000 qui ont vraiment assisté à l'arrivée des avions, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu 5 à 6 heures de retard, parce que les avions venaient d'Italie, et qu'il y avait beaucoup de brouillard, et donc les avions ont eu du mal à décoller d'Italie. Alors, c'est extrêmement paradoxal pour des avions à 100 millions de dollars, et qui sont censés être les meilleurs avions du monde. Alors, on va reprendre un joli mot de Daniel Laïc, notre confrère dans Aguesher cette semaine, qui a justement mis ça en avant pour montrer à quel point, attention, il ne fallait pas se complaire simplement et penser que le fait d'être à la pointe technologiquement, ça permettait d'assurer une quelconque supériorité militaire ou pour Israël. Parce que le peuple juif et l'existence même d'Israël est absolument miraculeuse. Ça veut dire qu'il suffirait qu'en un instant les Arabes se disent tous « Allez, on y va !» On envoie, 10% de la population en kamikaze, et bon, il faudrait vraiment qu'en Israël, on se mette à courir très vite. Eh bien, c'est pas possible. C'est à chaque fois beaucoup de siyata d'Ishemaya, et Akadosh Baruch Hu, cette semaine, a fait un joli clin d'œil en disant « Attendez, vous avez certes le meilleur avion du monde, mais il est bloqué par des brouillards en Italie, parce que n'importe quel avion de ligne de 50 personnes aurait décollé, et ben le F-35 qui est le meilleur avion supersonique, furtif, tout ce que vous voulez, ben lui, pour l'instant, on a peur de l'abîmer, mais en tout cas, dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Et donc, Akadosh Baruch Hu de rappeler que Hachem ou Milchama, Hachem, c'est lui qui fait les guerres,
et que certes il faut se préparer, mais il faut pas croire que la destinée du peuple juif est entre nos mains, ou en tout cas qu'entre nos mains. Alors, un des épisodes les plus compliqués de la paracha, c'est bien évidemment le viol de Dina. Dina, après l'installation de Yaakov à Shrem, Dina, elle est approchée, violentée par le roi de Shrem, qui, au final, tombe amoureux d'elle. Donc, après s'être servi, on parlera de droit de cuissage en France au Moyen-Âge. En tout cas, à ce moment-là, il demande à son père d'arranger un mariage. Et il y a marqué, c'est très amusant, il y a marqué dans la paracha qu'il a parlé au cœur de la jeune fille. Et Rachid expliquait qu'il lui a dit, regarde, ton père vient d'acheter ce terrain pour Meak et Sita, c'est-à-dire pour une somme quand même conséquente. Maintenant, si tu te maries avec moi, c'est pas un petit terrain que tu auras, tu seras copropriétaire, on sera propriétaire ensemble de l'ensemble du territoire. Et donc, il a véritablement parlé à son cœur à travers ses arguments économiques. En tout cas, c'est le 14 décembre, est présenté au Parlement libanais un projet de loi sur la dépénalisation du viol pour le violeur qui épouserait la fille qu'il a violée. Donc on est exactement dans ce cas, exactement dans la région, on est juste 3000 ans après. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un viol au Liban est puni de 5 ans d'emprisonnement et que derrière, ce projet de loi qui a été amené, d'accord, doit être voté dans les jours à venir. Et donc là, c'est à mettre évidemment en relief avec la réaction extrêmement brutale de Shimon et Lévi, qui ont dit voilà, les goïms, en tout cas suite à l'arche de Noé, les nations du monde ont connu les Noachides, et dans les Noachides, il y a impérativement Gilou Arayot, le fait de ne pas le fait de pas pouvoir violer. Donc ceci est à mettre en relation avec la réaction de Shimon et de Lévi, qui quand ils ont appris que leur sœur a été violée, c'est pas possible. Les lois de Noach, notre sœur, Arkezona, Archotaino, notre sœur c'est une fille de rien quoi. Et là tout de suite ils sont allés, ils ont pas fait de calcul. Ils ont dit, lui il est Chahamita, il est passible de peine de mort. Eux ils sont complices, ils sont tous passibles de peine de mort. Ils n'ont pas calculé qu'est-ce qui va se passer. Là, tac, ils sont allés. Et pour montrer à quel point il y a un respect énorme de la femme dans le judaïsme, et à quel point aussi, malheureusement, le viol est un sujet destructeur qui est assimilé par la Torah à un meurtre. Puisque la personne ne pourra plus jamais vivre comme avant. Et donc, quelque part, elle est morte. Et ça évolue dans les sociétés occidentales. Mais bon, dans la société orientale, on voit qu'il y a encore du travail. Alors, dans le même ordre d'idées, le silence assourdissant des nations autour du massacre d'Alep. Il faut savoir que ça fait déjà quelques mois que le grand rabbin d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, a ameuté, alerté tout le monde en disant attention, un génocide est en train de se produire à Alep. Alors, il faut savoir que ça fait quelques mois que l'état d'armée russe a tranché le cas d'Alep. En fait, il faut impérativement créer une Syrie utile de Damas jusqu'à Alep. Il faut nettoyer les rebelles. C'est pour ça que les Russes, à la différence des Américains, ne sont pas du tout concentrés sur Daesh, mais sur tous les groupes rebelles. Et derrière, l'idée pour Poutine est beaucoup plus large, c'est de réasseoir la puissance d'antan de l'URSS en profitant de la faiblesse d'Obama qui, dès 2003, a vraiment perdu la bataille, puisqu'il y a eu en 2003 à Ghouta l'utilisation par Assad d'armes chimiques qui ont fait des milliers de morts. Et Obama avait présenté cette utilisation d'armes chimiques comme la ligne rouge à ne pas dépasser. Et pour autant, il y a eu un petit arrangement, il n'a pas été renversé le régime d'Assad, avec toujours en mémoire le renversement en Libye, le renversement en Irak, et le fait que les Américains sont embourbés là-dedans et n'ont pas su gérer derrière la transition qu'ils ont voulu eux démocratique, ce qui n'est pas évident pour des pays du Moyen-Orient. Mais en tout cas, Vladimir Poutine a bien compris que c'est son moment, c'est son momentum, et qu'il peut profiter d'Obama. Alors on verra ce qui sera avec Donald Trump. Donald Trump a pour l'instant tendu la main, mais a priori il n'aura pas de problème à la refermer
s'ils voient que les intérêts américains ne sont pas préservés dans la région. En tout cas, le fait est que Alep souffre, Alep meurt, peu ou prou, tout est une cible à Alep, et il faut terminer. Le seul moyen de toute façon d'éviter un carnage pour les soldats russes ou d'éviter de mettre en péril les soldats syriens qui sont déjà très affaiblis ou les sbires du Hezbollah, c'est de bombarder. C'est une guerre totale avec des bombardiers qui visent les hôpitaux souterrains. Enfin, il n'y a aucune limite à l'horreur. Angela Merkel a crié il y a déjà un mois que l'Occident perdait son âme à Alep, mais en tout cas, c'est pas suffisant pour aller vers Poutine. On a vu ce qui s'était passé avec l'Ukraine, avec une pseudo, avec un démarrage de sanctions qui ont été après annulées ou limitées. Donc on voit encore une fois les atermoiements de l'Occident. Et là, en face de ça, on a Shimon et Lévi, 2 enfants de 13 ans, qui ne peuvent pas supporter ce qui a été fait à leur sœur. C'est la paracha de la semaine. Et qui nous introduisent la notion de non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que là où l'humanité est bravée, parce que c'est ça, le viol d'une jeune fille, eh bien, on ne peut pas rester silencieux. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai que les Israéliens, dans le monde entier aujourd'hui, sont ceux qui aident le plus à Alep, puisqu'ils ont soigné des milliers de combattants, que derrière, il y a aussi quelques soutiens logistiques. Ils essaient. Mais bon, ce rôle de voisin est un rôle extrêmement complexe. Mais en tout cas, une chose est sûre, on ne pourra pas oublier à quel point aujourd'hui l'Occident est englué dans ses principes économiques, dans ses crises, et qu'elle n'est pas capable de limiter l'action de la Russie, qui est peut-être la 15e puissance mondiale, qui a quand même une armée assez faible technologiquement, même si elle est importante numériquement. Et même au Conseil de sécurité, on n'est pas capable aujourd'hui de faire passer une résolution contre ces exactions. Et c'est très intéressant de voir que la Chine, qui est aussi dans un schéma très de marchandage politico-économique, a aussi mis son veto contre une résolution contre la Chine, quand on sait qu'en face, à l'ONU, presque 60% des résolutions depuis la création de l'ONU ont été faites contre Israël. On voit bien à quel point le Rabbi de Lubavitch avait raison quand il a dit à Bibi Netanyahu, il a dit l'endroit où il y a le plus de shekers dans le monde, c'est les Nations Unies. Et c'est à nous, Israël, de rester le phare des nations et d'essayer justement de crier, d'essayer de racheter la moralité du monde occidental. Voilà, chacun à notre niveau, on doit être touché par ça parce que sinon, ça prouve que quelque part, on a quelque chose de pourri. C'est pas normal de pas être effaré. Shabbat Shalom.